Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va parler de différents sujets. On va essayer de répondre aux questions que l'on se pose dans notre vie quotidienne à travers des reportages tournés en région. En ce mercredi, journée dédiée aux enfants, on va mettre en avant des initiatives sympas, comme par exemple cette école à énergie positive en Meurthe-et-Moselle. Dans les classes, les élèves font des maths, du français comme tout le monde, mais ils apprennent aussi à économiser l'énergie. Des cours pas comme les autres et franchement intéressants. Votre enfant a peut-être du mal à bien écrire, à faire de belles lettres. Encore faut-il bien tenir son crayon et c'est pas toujours évident. Dans ces cas-là, on ne s'énerve pas, ça ne sert à rien. Et on va voir un graphothérapeute, c'est son métier de rééduquer le geste de l'écriture. Mais tout de suite, une question qui va vous intéresser si vos enfants sont étudiants ou s'ils louent un studio. Les examens approchent et très vite, ce sera les vacances. L'occasion de partir un peu, mais il va falloir évidemment continuer à payer son loyer. Alors, pourquoi ne pas sous-louer son appartement? On entend dire ici et là que c'est illégal. Eh bien non, il faut quand même respecter quelques règles. On vous les donne tout de suite dans notre instant pratique. Un stage, un voyage linguistique, les étudiants ont mille et une raisons de devoir quitter leur appartement quelques mois chaque été. Mais retrouver un logement à la rentrée est souvent synonyme de galère. Comment se simplifier la vie en sous-louant son logement en toute légalité pendant son absence grâce à des agences spécialisées? Eux, ils s'occupent de tout, donc ils vont en fait sous-louer l'appartement sur des plateformes comme Airbnb, Booking, sur de la courte durée, et du coup ils se font leur marge tout seuls. Et donc moi je reçois mon loyer tous les mois, il n'y a pas de commission, il n'y a rien, donc c'est vraiment ce qui est intéressant et ce qui est différent des agences, parce que financièrement payer deux loyers, surtout à Paris, un loyer parisien plus un loyer ici, j'aurais pas pu, donc j'aurais dû rendre cet appartement à contre-cœur. À Lyon, mais aussi à Paris et à Bordeaux, la start-up Smart Renting s'est spécialisée dans la sous-location. L'entreprise a le statut d'agence immobilière et peut à ce titre prendre la gestion d'un logement et garantir à celui qui le laisse vacant de récupérer l'équivalent de son loyer. Car contrairement à ce que l'on pense, la sous-location est légale à condition d'avoir l'accord écrit du propriétaire et de ne pas faire de plus-value. Pour l'entreprise, le marché est en pleine expansion, surtout dans les grandes villes comme Lyon. On a 125 000 étudiants sur Lyon, on a 50% de ces étudiants-là qui ont un logement et sur ces 50%, on a 40% à peu près qui partent soit en échange, soit en stage. Donc on a potentiellement entre 20 et 25 000 étudiants qui vont avoir besoin de notre service en se disant « qu'est-ce que je vais faire de mon appartement ?» Le sérieux d'une entreprise qui offre de nombreuses garanties, voilà peut-être de quoi rassurer les propriétaires, car ils sont loin de tous autoriser leurs jeunes ou moins jeunes locataires à sous-louer leur logement en leur absence. Nos adhérents sont vraiment partagés. Je viens de recevoir des courriers d'adhérents qui s'opposent fermement à ce système-là. Et d'autres qui, voyant que leur logement va être inoccupé en juin, juillet, août, septembre, seront ravis de connaître ce système-là. Avec l'arrivée du site Airbnb, le nombre de locataires qui sous-louent tout ou une partie de leur appartement a explosé, et bien souvent sans l'accord des propriétaires qui n'hésitent plus à saisir la justice. Si c'est juste une location ponctuelle, d'abord les risques, il faut le dire, pour un locataire que son bailleur le découvre sont assez minces. Et dans ce cas, on peut se demander quel est vraiment le préjudice pour un bailleur. Toujours est-il que du point de vue légal, c'est interdit. Donc, sur le principe, il sera tout à fait en droit de demander la résiliation du bail. La première règle à respecter est donc bien de demander l'accord écrit du propriétaire. Dans une société en perpétuel mouvement, certains ont bien compris les contraintes des étudiants et des jeunes salariés. Alors déjà, je peux comprendre que le fait de payer un loyer soit quand même une grosse charge financière et qu'effectivement, dans le cadre du stage de ma locataire, je comprends tout à fait que dans la mesure où l'appartement était vide, elle a eu besoin d'avoir recours à la sous-location pour couvrir les frais de la location. Et puis même, une fois de plus, moi je l'ai fait pour m'aider à payer mes vacances par exemple. Et ça fait partie du monde d'aujourd'hui et je comprends que tout le monde ait envie de le faire. Sur le site de Airbnb, la réglementation française sur ce sujet est bien indiquée, mais la plateforme n'a pas de moyen de vérifier si elle est respectée. Pour un été tranquille, mieux vaut passer par une entreprise spécialisée ou se conformer scrupuleusement à la loi. Et si vous êtes à la recherche d'un modèle de contrat de sous-location, eh bien j'ai trouvé un site qui peut vraiment vous intéresser, imogen.com. On va quitter les universités pour rejoindre une salle de classe. Et dans cette école de Meurthe-et-Moselle, les élèves apprennent, en plus des matières classiques, à économiser l'énergie. Alors,
Ils font des calculs savants, ils multiplient les tests et ils se rendent compte de l'importance de dépenser le moins d'énergie possible. D'abord pour le budget de la famille et ensuite pour notre planète. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de viser quelques endroits de la classe pour voir un peu la température de surface et qu'on commence par les fenêtres. C'est une école qui dépense beaucoup d'énergie pour en consommer moins. Ce matin, on fait chauffer les méninges pour comprendre par où passe le froid. C'est la deuxième séance animée par Anaïs du Centre d'initiative pour l'environnement. On a mesuré les températures toute la semaine, enfin ils ont mesuré les températures toute la semaine, moi j'étais pas là, donc le matin quand ils arrivaient et en début d'après-midi quand ils étaient là, on a fait une moyenne de toutes ces températures par thermomètre, donc il y avait plusieurs thermomètres, un au tableau, un proche de la fenêtre, un plutôt dans le couloir, et on a essayé de voir un petit peu où sont les zones de chaud et où sont les zones de froid à l'intérieur de la classe. Aujourd'hui, on apprend aussi à calculer la consommation des lampes de la classe. Petite session de maths appliquée. Chacune, d'accord ? Donc l'objectif, ça va être ensemble de calculer le temps d'allumage, de le multiplier par la puissance des ampoules et par le nombre d'ampoules. Donc si on prend l'intervention se fait en 3 séances, avec à chaque fois des petits défis. Mais avant de calculer, il a fallu comprendre ce que c'est que cette énergie qu'on ne voit pas et comment on la produit. Alors, pour que ce soit bien concret, Anaïs utilise un truc tout simple qu'ils connaissent depuis qu'ils sont tout petits, le vélo. Allez, plus vite, plus vite. Il y a juste à pédaler. Normalement, si tu pédales assez vite, il y a des ampoules qui s'allument. La roue fait entraîner les dynamos, l'énergie passe dans les câbles qui font allumer la LED. À l'intérieur, plusieurs ateliers permettent justement de voir les différentes sources d'énergie. Le pétrole, le soleil et, plus insolite, une source chimique. Quand les notions sont acquises, on peut passer au bon geste pour préserver l'environnement. Une évaluation qui se fait en jouant. Il fait trop chaud dans la classe, tu ouvres la fenêtre sans baisser les radiateurs. Tu perds 2 barres d'énergie. Vous avez oublié de débrancher les appareils électriques. Vous perdez 3 barres. Le but du jeu de ces 3 séances, c'est que les économies d'énergie qu'ils pratiquent en classe soient aussi faites à la maison. Oui, et que les enfants puissent nous apprendre à nous, adultes, ces gestes ensuite, ce serait bien. Alors l'école, c'est aussi le lieu idéal pour apprendre à vivre ensemble. En Saône-et-Loire, l'association Village Solidaire développe depuis 20 ans toutes sortes d'actions pour renforcer le lien social. Une fanfare venue du Bénin a par exemple rejoint les élèves. Ils font de la musique, ils chantent et ils s'ouvrent aux autres. D'abord, la pulsation, le battement de cœur de la musique. Cloche, tambour, maracas. Petit à petit, les enfants finissent par faire émerger une polyrythmie sous la conduite patiente et bienveillante de leurs 2 invités béninois. Dans la salle voisine, on chante, mais dans plusieurs langues. Un hymne à la vie et à la joie, c'est le message tout simple de cette chanson. Comme ça, moi je suis créé. Elle raconte qu'on est créé pour danser et être joyeux. C'est ton avis que vous avez été créé pour être joyeux? Oui. Alors vous l'avez chanté en français ou dans une autre langue? En français, en goun et en yuri. Yoruba? Yoruba. Comme ça, moi je suis créé. Dans la joie. Quelque part, tu peux être musicien et puis ne pas avoir le don d'apprendre. Nous sommes très contents parce qu'on a appris comment il faut aimer les enfants, comment il faut les aborder pour que ce que tu veux leur apprendre, pour qu'ils puissent vite saisir ce que tu leur dis. Depuis plus de 20 ans, les écoles de Tramail et de Matour bénéficient d'un travail de fond mené par l'association Village Solidaire. Régulièrement, celle-ci invite des artistes à rencontrer les enfants pour des moments de transmission et de partage. Cette année, c'est donc la fanfare béninoise Olaïtan qui a été choisie.
Ce qui nous a intéressés dans leur projet, c'est qu'ils étaient capables d'animer des ateliers autour des percussions, bien sûr, et puis aussi de la danse, du chant. Je sais qu'ils ont fait aussi de la cuisine et ils vont faire de la cuisine dans d'autres classes. Et c'était cette ouverture un peu plus globale qui nous intéressait, quoi. Il y a une solidarité tramaillonne qui n'est pas négligeable. On a notamment accueilli des familles de réfugiés, de migrants. Donc ça reste dans une continuité où il y a vraiment ce noyau solidaire autour de l'école, autour du noyau associatif, où justement on met en avant, on met en valeur cette culture à la fois tramaillonne, mais cette culture aussi un petit peu au-delà des frontières. 3, 4. Le rythme, le chant et bien sûr la danse. En Afrique, tout cela est indissociable et les enfants participent tour à tour à chacun des ateliers. Ensuite viendra le moment de la curiosité et des questions. On appelle ça gobi. Gobi. Oui. Donc on porte ça souvent pour aller aux cérémonies. Et les enfants, ils sont vraiment curieux. Ils nous posent des questions vraiment qu'on n'y attendait pas du tout. Par exemple, ils nous demandent si on dort dans des arbres. Des trucs comme ça. C'est vraiment étrange. Mais en même temps, on comprend parce que, voilà, ils ne connaissent pas l'Afrique. On aime bien travailler avec les enfants parce qu'il est vrai que nous sommes des musiciens professionnels. Mais nous, notre vision, il faut aller aussi vers les enfants pour leur donner le goût de ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, cette fois-ci, c'était donc le Bénin, d'où viennent ces 8 merveilleux musiciens et chanteurs. Au revoir, ça veut dire et d'abord. Et d'abord. Restez avec nous ce matin, l'Instant R continue en compagnie de femmes et d'hommes qui ont décidé de se lancer dans l'accueil de touristes. Alors ils ont réorganisé leur maison pour abriter des chambres d'hôtes. C'est vrai que l'idée est séduisante, mais ça demande, vous verrez, énormément d'implication. Si vous avez des enfants, vous connaissez forcément Petit Ours Brun, il fait partie de la famille depuis 1975. C'est un incontournable de la littérature enfantine. On a rencontré les auteurs. Et puisqu'on parle d'enfants, eh bien on va s'intéresser à l'écriture. Bien tenir son crayon, faire de belles lettres, bien alignées, ça s'apprend et parfois les bases sont à reprendre. Des graphothérapeutes proposent alors des stages pour rééduquer le geste de l'écriture parce que ce geste se rééduque que l'on soit enfant, adolescent et même adulte. C'est ce que l'on voit tout de suite dans le Puy-de-Dôme. Chaque séance débute par un petit échauffement. Julien utilise la pâte à modeler pour sa rééducation. Il a rendez-vous avec sa graphothérapeute, dont le métier consiste à soigner sa dysgraphie, une difficulté à accomplir les gestes de l'écriture. On fait des exercices pour développer la motricité des doigts, la souplesse doigts-poignets pour pouvoir les utiliser quand on écrit. On fait des petits jeux pour apprendre à lever son crayon au bon endroit parce qu'on ne lève pas son crayon entre chaque lettre parce qu'on perd en rapidité. Et après, on prend confiance, donc on écrit sur des lignes, on écrit des petits textes pour se rendre compte qu'on peut écrire vite et bien en même temps. On va faire des arcades. Des arcades bien régulières. Julien écrivait très mal et lentement, mais surtout le geste était douloureux et il n'avait pas confiance en lui. C'est ce qui a convaincu sa maman de l'inscrire chez une spécialiste. Je le voyais avoir les phalanges toutes blanches et que j'avais mal pour lui. Quand il écrivait et que quand je faisais des conseils ou que je donnais des recommandations, c'était plutôt contre-productif qu'autre chose. C'est souvent une écriture douloureuse parce qu'ils sont souvent crispés sur leur crayon, mais au début ils ne le ressentent pas. Et souvent, soit ils écrivent trop vite et du coup on n'arrive pas du tout à les relire, soit ils écrivent très lentement mais très bien, mais très lentement. Donc à l'école, ils n'arrivent pas à terminer leurs exercices, ils n'arrivent pas à finir de copier leurs leçons et ils ne terminent pas leur contrôle en temps. Ton écriture en quelques séances seulement, les progrès sont importants. Julien va mieux dans sa tête et à l'école. J'écris plus vite, je suis moins fatiguée quand j'ai fini les cours. Et c'est plus joli aussi, c'est plus pratique pour apprendre les leçons. Les troubles de l'écriture peuvent être liés à d'autres difficultés comme le manque de confiance, la nervosité, la maladresse et la surexposition des jeunes aux écrans, inquiètent les spécialistes. On est dans une société
où les enfants sont en contact très tôt avec des tablettes, avec des jeux vidéo. Et on trouve même des problèmes au niveau du pouce, où les pouces ne se plient pas correctement. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont ce souci-là. Et il y a eu des études qui prouvent que plus ça va et plus les enfants ont des problèmes de tenue de crayon. 4 séances avec Élodie et les résultats sont là. Mais les progrès varient selon l'âge et les difficultés rencontrées. Tu es obligé de lever le crayon devant les O, les A, les D, d'accord? Pour pouvoir attaquer ta lettre ici, sur le côté. Vas-y, tu essaies? À l'arrivée, il n'y a pas que la lisibilité qui s'améliore. Pour beaucoup d'élèves, mieux écrire signifie aussi avoir une meilleure estime de soi. Un enfant qui écrit mal ne prend pas plaisir à apprendre sa leçon et se sent dévalorisé. Donc ça va vraiment loin. C'est pour ça que je suis attachée à faire ce métier et attachée à cette méthode qui fonctionne bien. Parce que souvent, je trouve des enfants qui sont en phobie scolaire quand même. Tout ça parce qu'à la base, il y a un défaut d'écriture. La graphothérapie porte souvent ses fruits. Clément, par exemple, est âgé de 16 ans. Il était complexé par son écriture et aujourd'hui, il se sent mieux. Ça redonne un peu plus confiance quand on voit qu'on arrive à mieux écrire et que même les autres le remarquent, qu'on écrit mieux. La rééducation de l'écriture peut apporter un mieux-être général et n'est pas réservée aux enfants. Certains professionnels prennent aussi en charge des adultes. Comptez entre 30 et 40 € la séance. Et pendant que les graphothérapeutes enseignent le geste de l'écriture, il y en a un qui depuis des années tente de donner le goût de la lecture à nos bambins. Si vous en avez, vous le connaissez forcément parce qu'il s'invite chez nous depuis 43 ans, c'est Petit Ours Brun. Alors il lui arrive à chaque fois une multitude d'aventures imaginées depuis quelques années par Marie Aubinet. Elle a déjà couché sur le papier pas moins de 300 histoires et il en faut de l'imagination. Alors on est allé la rencontrer chez elle, au milieu des vignes du Maine-et-Loire. Alors, Petit Ours Brun, il lui dit « Escargot, on se promène avec ta maison sur le dos. Est-ce que tu sens la maison? Oui. Avec ton doigt? Ah oui, je le sens. » Ces petites histoires simples trouvent leur origine au cœur de l'Anjou. Depuis 1984, c'est Marie qui donne la parole à Petit Ours Brun. Plus de 30 ans qu'elle écrit les aventures de cet animal aux allures de bambin, en livre ou dans Pomme d'Api. Pour créer une histoire, ça commence d'abord par le choix des sujets. Donc le choix des sujets, en général, c'est moi qui fais une proposition à la rédaction en fonction de la saison. Ça, c'est vraiment l'actualité des enfants. Et bon, et après, il y a des choses qui sont intemporelles de toute façon. Si on fait la peur du noir ou je sais pas quoi, des émotions des enfants, ça peut être de toutes les saisons. Des textes courts au service des gouaches de l'illustratrice Danielle Bourg. 7 dessins, 2 lignes et 45 signes par image, c'est la formule de Petit Ours Brun. Au-delà de la technique, l'enjeu est de trouver une forme qui rende le scénario savoureux. Les péripéties de ce petit ourson sont prétexte à parler de l'univers des 3 ans. Écrire pour les tout-petits, Marie a sa botte secrète. J'ai mes consultants. J'ai toujours un vivier de parents qui ont des enfants de 3 ans. Et si possible, j'essaie d'avoir vraiment des parents qui ont maintenant des enfants de 3 ans. Et je les interroge. C'est-à-dire que je vais les voir, je leur demande comment ça se passe chez vous ou chez toi sur tel sujet. Et les gens me donnent souvent des choses auxquelles j'aurais pas pensé toute seule. C'est-à-dire que ça permet de ne pas être dans les clichés, de ne pas être dans les idées générales. Tout d'un coup, il y a quelque chose de singulier qui s'est passé, mais c'est tellement juste, c'est tellement vrai, que tous les autres vont s'y retrouver. Oh! Maman, il fait tout noir! Il y a un loup dans ma chambre! J'ai pas de message moral à faire passer. Et alors, ce qui me rassure, c'est que parfois on me dit que Petit Ours Brun est trop sage, puis parfois on me dit qu'il est trop, qu'il dit pas assez bonjour, merci, au revoir, qu'il fait pas assez ci, on me reproche les deux, donc je me dis que quelque part il doit être dans une bonne moyenne. Mais de toute façon, c'est pas ma préoccupation, c'est qu'ils vivent comme les enfants. Moi, je veux bien faire un puzzle avec toi, Petit Ours Grise. Mais c'est moi qui joue avec Petit Ours Grise. Hé, rends-moi mon puzzle.
quand on met des mots sur ce qu'on vit, eh ben, on se rend compte de ce qu'on vit. Donc moi je pense que ça sert à ça, les textes qu'on lit. Alors bon, je le fais modestement pour Petit Ours Brun, mais c'est quand même ça que j'essaie de faire, de les aider à mettre des mots sur ce qu'ils vivent et à prendre conscience de ce qu'ils vivent. Et prendre conscience que ce qu'ils vivent, c'est pas rien, quoi. Aujourd'hui, Petit Ours Brun accompagne les enfants dans leurs émotions et leurs sensations sur tous les supports. Et il a même son site internet avec son actualité des activités. C'est, regardez, petitoursbrun.com. Alors on a tous entendu autour de nous des amis, des proches nous dire « Je veux changer de vie, tiens, je vais aller ouvrir une chambre d'hôte à la campagne ». Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais le concept séduit. On est allé rencontrer en Saône-et-Loire plusieurs propriétaires qui ont sauté le pas et se sont organisés pour accueillir chez eux des touristes. Vous allez le voir, pour être fin prêt avant l'été, c'est pas de tout repos. Un petit village de Saône-et-Loire au milieu des vignes. Arlette et Roger y ont racheté cette ancienne ferme en 1995. Une fois la maison d'habitation restaurée, le couple a décidé de retaper ce qui n'était encore qu'un vieux hangar. Roger est artisan dans le bâtiment. Il fait les travaux entre deux chantiers pendant 6 ans sur son temps libre. Je suis quand même passionné, je suis un manuel, donc j'aime toucher à tout, donc il n'y a rien qui m'arrête. À Nuits-Saint-Georges, en plein centre-ville, Évry Goudet a acheté cette grande maison l'an dernier pour la transformer en gîte de groupe. Il a mis son travail dans l'événementiel entre parenthèses et y passe toutes ses journées depuis 7 mois, un planning de travaux précis dans la tête. Oui, je sais les choses qui me restent à faire, donc je m'organise effectivement, je prépare ma journée avant et je sais exactement ce que je vais faire dans la journée. Sinon, on a vite fait de se disperser et tourner en rond. Bon, on va bientôt manger ? Dans cette ferme du Châtillonnais, la pause, ce sera pour plus tard. Il reste moins de 2 mois pour faire de cette dépendance un gîte tout confort. Et on s'active autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça, c'est une chambre avec une salle de bain là-bas. Depuis 13 ans qu'elle vit en France, cette ancienne institutrice d'origine hollandaise rêvait de se lancer dans l'accueil touristique. J'aime bien donner beaucoup aux gens et puis faire à manger pour eux. Ça, c'est aussi un truc que j'adore faire. Et puis faire des gâteaux, des petits trucs. Évry aussi pense à ses futurs hôtes, à qui il compte bien pouvoir proposer ici des dégustations. La Bourgogne, c'est ça, c'est la convivialité, c'est recevoir les gens, c'est faire les vignerons ici à Nuits-Saint-Georges, enfin et plus largement en Bourgogne, sont toujours heureux de faire partager ce qu'ils font dans un esprit qui n'est pas seulement un esprit de commerce. Des fois, il va y avoir des groupes de 15 ici qui vont faire bouffer. Donc, Dans la cuisine du gîte d'Arlette, il y aura moins de monde, mais la jeune retraitée a tout prévu pour recevoir une famille. On a un petit village, les commerces les plus près, c'est à 3 km. Bon, ça dépend à quelle heure vous arrivez. Je pense que ces petites choses-là, ça fait toujours plaisir de les avoir sous la main. La gestion d'un hébergement touristique ne s'improvise pas. En installant 2 chambres d'hôtes dans sa ferme achetée il y a 2 ans, Esther s'en est vite rendue compte. Au début, c'était très dur parce que je n'avais jamais fait. Et puis l'administration, l'ordinateur, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis très manuelle. Mais maintenant, j'arrive un peu mieux et j'ai un peu plus de plaisir à gérer ça parce que c'est beaucoup d'administration. Hein. Du côté des Maranges, c'est atelier déco et ambiance détente pour Arlette et Roger. Je fais pas de poussière par contre. Ça toujours dans le même sens. Oui. Éviter qu'il y ait des... Ah oui, d'accord. Hein, oui, ok, d'accord. Voilà. Bah, t'as peur que je fasse mal? Ah, pas du tout, non, mais il faut toujours quelqu'un qui apprenne. Hein. Le couple attend les réservations sans stress, même si dans la côte viticole, ce nouveau gîte aura de la concurrence. Nous, on n'est pas dans la location à tout prix. Parce qu'on se dit, ça peut faire aussi une maison d'habitation après. Non, il y a eu le plaisir du travail, voilà. plein de choses. Hein. Non, ça ne sera jamais pour rien. C'est vrai qu'on aurait pu le laisser en hangar tel qu'il était, mais bon, voilà, il est fait, on est content. Évry, lui, se voit déjà confier les clés de la maison à ses premiers hôtes. des œnophiles, des gastronomes,
des amateurs de vin. Et des amoureux de la nature pour Esther, qui espère que son gîte aura le même succès que ses chambres d'hôtes. Le 24 et le 25 juin. Ah, je suis désolée, je suis complet déjà le 23 et le 24. Merci, bonne journée, au revoir. Et pour connaître la liste des chambres d'hôtes région par région, eh bien, il y a un site, regardez, chambre-hôte.fr. On fera d'autres rencontres demain. On parlera notamment des stages de conduite destinés à nous remettre à niveau avec un code de la route qui évolue souvent, c'est utile. Et ce sera notre instant pratique. Très belle journée à tous. Tout de suite, c'est Midi en France. À demain, 10h50, je serai là.